Et pour ce qui est de la délibération DU70, qui concerne, là encore, une grande politique de solidarité dans le 18e et un peu inventée par le 18e quand même, la parole est à Pierre-Yves Arnaud. Merci, monsieur le maire. Le groupe écologiste et citoyen donc soutient fortement la création de la maison des médias libres dont il est question dans c'est une délibération effectivement qui vise à enfin lancer ce projet ancien qui fait son grand retour finalement dans l'actualité, une actualité qui je pense lui donne toute sa pertinence vu ce que nous voyons actuellement comme menace sur les médias. Et je ne parle pas du monde, je parle de notre cher pays, où l'on parle de remise à plat, voire de remise en ordre du service public, ou alors effectivement des différentes menaces aux atteintes de la presse dans notre propre pays. Et donc je pense qu'une maison des médias libres aura toute, et c'est le but du groupe écologiste, aura toute sa pertinence, notamment dans notre arrondissement. Mais, donc oui bien sûr, mais ce bâtiment actuel, comme l'a très bien souligné notre maire, est une ruche des solidarités. Une ruche de générosité dans notre arrondissement, de service à de multiples personnes. Et donc je vais me permettre de rappeler quand même en quoi consiste cette gigantesque ruche qui est le 110 boulevard Barbès. C'est d'abord, on en parlait juste avant, un CHU. Nous avons actuellement près de 130 personnes logées dans ce centre d'hébergement d'urgence, essentiellement des femmes avec des enfants. Et l'État, pour une fois, nous a ouvert l'étage supplémentaire en rajoutant effectivement des hébergements supplémentaires. Nous y avons aussi une cuisine partagée. Notre action dans le 18e, et nous en sommes très fiers, c'est d'aider à l'intégration des familles en hôtel, et les cuisines partagées y répondent totalement. Mais surtout, et j'insiste vraiment auprès de vous et auprès de nous tous ici élus du 18e arrondissement, c'est notre seule soupe de nuit, va-t-on dire, le seul lieu où on accueille le soir 200 personnes tous les soirs pour manger au chaud. Nous avons bien sûr le resto solidaire, bien sûr, à Joseph de Maistre, mais à part le resto solidaire, c'est le seul lieu associatif qui reçoit le soir, dans un lieu assis, des personnes à la rue. Et dans le 18e, pour l'instant, il n'y en a pas d'autre, à part le resto solidaire, qui est lui-même très embouteillé. C'est aussi un lieu où nous avons le local ADSF. Les femmes victimes de violences, les femmes qui cherchent effectivement à avoir du soutien par rapport à leur santé, les femmes précaires, y trouvent un lieu à la fois de réconfort et un lieu sanitaire. Mais ce n'est pas terminé. Il y a aussi dans la maison du 70 boulevard Barbès un projet qui nous tient très à cœur dans le 18e, qui était porté par ma collègue Barbara Gonès notamment, c'est-à-dire la maison des coursiers qui permet effectivement d'avoir enfin un lieu social qui soutient les coursiers dans Paris. Et donc c'est un lieu effectivement unique en France, on le rappelle quasiment, cette maison des coursiers. Tout ceci, effectivement, c'est ce que nous avons dans le 70 boulevard Barbès. Et donc nous sommes très préoccupés, non pas par le fait que la ville mette tous ses moyens, et nous y croyons fortement, pour trouver des points de chute à ces différents dispositifs, mais nous alertons. Tout ceci prend du temps. Déplacer tous ces dispositifs prend beaucoup de temps. Demande des moyens, demande de trouver des localisations, car il est pour nous très important que tout dispositif puisse rester dans le 18e arrondissement, notamment le CHU, bien sûr, la soupe de nuit aussi. Donc, je ne suis pas inquiet tant par notre action dans le 18e, tant par l'action de la ville, mais je reste aussi inquiet par l'action de l'État. Nous venons de parler juste avant des problèmes sur l'hébergement d'urgence. Fermer un CHU, en ouvrir un autre est pour l'instant extrêmement compliqué. Et donc nous restons attentifs au fait que tous ces dispositifs, et notamment, j'insiste à nouveau, notamment la soupe de nuit, puissent, donc trouver un point de chute, 2, dans le 18e arrondissement, et que 3, nous veillons à la continuité du service de ces dispositifs. Par exemple, la cocotte, donc la cuisine partagée, aura toute vocation à aller vers, bien sûr, le travail du ciné que nous menons ensemble, mais il ne faut pas qu'il y ait bien sûr de perte de temps, de discontinuité entre les deux services. Voilà, je sais que nous allons faire tous ces efforts-là ensemble. Je sais aussi que tous ces différents aspects seront abordés dans un vœu que nous allons porter au Conseil de Paris, et donc je vous invite donc à signer et à voter au Conseil de Paris pour que justement cette continuité et ce travail soient faits tous ensemble, pour que à la fois nous ayons une belle maison des médias libres et à la fois que les solidarités puissent continuer à s'exprimer dans l'arrondissement. Je pense malheureusement, et le maire vient d'en parler, que dans les temps qui s'annoncent, les deux sont tout aussi importants. Merci beaucoup. Gérald Briand. Oui, sur une explication de vote, parce que j'ai vu qu'il y avait un... Avant, Mario Gonzalez, un mot. Non, je n'ai rien à rajouter, puisque je suis totalement d'accord avec ce que dit Pierre-Yves Arnaud. Il s'agit d'être vigilant, mais
Voilà, la Maison des médias libres, c'est un projet qu'on attend depuis longue date, avec d'ailleurs une qualité architecturale qu'il convient de saluer. Et puis, je rappelle également qu'il va y avoir aussi dans ce futur projet des logements qui vont être réservés aux futurs journalistes étrangers. Et puis, il y aura également une structure pour EDF qui sera maintenue. Bref, un projet tout à fait vertueux que nous attendons avec impatience et avec la vigilance que les structures actuellement en place puissent trouver un nouveau lieu dans le 18e. Un nouveau lieu, si possible, dans le 18e. On ne va pas être des arrondissementiers non plus, et on va trouver des solutions, et si elles sont dans le 18e, c'est parfait, et si elles étaient dans le 9e, ce ne serait pas un drame. Gérald Briand. Oui, donc nous, le groupe communiste, nous allons voter pour, nous n'allons pas nous abstenir sur la Maison des médias libres, parce que nous pensons que c'est un beau projet et qu'il faut le soutenir, et il faut le soutenir. Moi, je vois qui vote quoi, donc je tiens à le dire. Et je veux aussi dire sur la méthodologie, je vais dire juste sur la méthodologie, je pense qu'aujourd'hui, on est sur du domaine de l'intercalaire de la ville. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'intercalaire de la ville, c'est quand il y a des travaux, par exemple, on a à disposition de sites pendant 5 ans, des fois ça peut aller jusqu'à 10 ans, où la ville cherche vraiment à faire en sorte que ça soit utilisé au maximum. D'où toute une série de projets qu'on arrive à monter, et notamment dans le domaine social, parce qu'en travaillant avec des associations, mettre à disposition des locaux pendant une période et une durée qui est limitée, ça peut vraiment rentrer dans pas mal de constructions de projets. Donc à chaque fois qu'on finit donc et que le projet donc sorte de terre, en l'occurrence là c'est la Maison des médias libres, évidemment se pose la question de comment on continue avec ceux avec qui on avait travaillé. Et la ville le fait bien. La ville le fait bien. Donc moi je dis, si à un moment on met des stops et des attention, là c'est particulièrement important, il faut le mettre partout. Parce que pourquoi, dans cette partie-là de l'intercalaire de la ville ferait mal, alors que d'habitude elle le fait bien, parce qu'on n'a jamais de réflexion là-dessus. Donc je pose cette question-là. Donc est-ce que c'est parce que comme c'est les médias libres, etc., et donc c'est un dossier qui est emblématique, on peut se faire un peu de publicité à bon compte? Peut-être. Peut-être que la période électorale me fait dire plein de choses et dépasse ma pensée. Je n'en sais rien. Mais il n'en reste pas moins que je trouve que c'est dommage, et que c'est dommage qu'on n'ait pas l'unanimité pour un beau projet sur ça. Et je voudrais dire enfant, et je voudrais dire, et je vais finir sans être interrompu, parce que ici je pense que vous pouvez demander la parole et vous pouvez l'avoir, donc moi je vais juste finir tout seul, pour dire que si on pense que maintenant il y a un problème sur la suite de la gestion de tout ce qui est nos projets dans le cadre de l'intercalaire de la ville, pourquoi pas, posons le problème. Si aujourd'hui c'est un problème, alors oui, il faut qu'on prenne ces dispositions, mais je suis pour qu'on les prenne dans l'ensemble et qu'on ne travaille pas sur des cas particuliers comme ça. Merci. Pour évidemment, vous avez compris. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix la DU 4, donc levez les mains, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie. Les DU, ça m'étonne pas de lui. Les délibérations DU 53, 94 et 95 n'ont pas fait l'objet d'inscription, elles sont donc adoptées. Et on en vient à la DU 101, qui est le premier avenant à la convention de transfert dans le domaine public des voies, espaces communs et réseaux divers du lotissement Hébert dans le cadre de Paris Nord-Est. La parole est à Éric Allers, puis Émile Meunier et enfin Mario Gonzalez. Oui, merci Monsieur le maire. Ce dossier est celui qui illustre mon propos sur le contrat de ville 2024-2030. Effectivement, il s'agit du lotissement Hébert, donc mon intervention ne portera pas sur le transfert de la voirie, mais plus généralement sur ce lotissement qui est situé dans le quartier populaire La Chapelle-Évangile. Quartier dans lequel vous envisagez donc de construire 50% de logements sociaux, plus des logements en bail réel solitaire, mais qui, eux, ne nous posent pas de difficultés. Mais pour nous, 50% de logements sociaux, effectivement, c'est beaucoup trop dans un quartier ou à proximité d'un quartier qui est très largement pourvu. Pourquoi ? Parce que pour nous, le vrai sujet des quartiers politiques de la ville, c'est celui de faire venir justement des populations plus aisées pour assurer cette mixité. Et donc, il faut du logement libre, du logement intermédiaire,
pour pouvoir effectuer ce brassage et essayer d'apporter des populations qui vont avoir à cœur de contribuer à relever le quartier et aussi à s'impliquer dans sa vie et à aider à résoudre les difficultés qu'il peut traverser. Voilà, donc il y a d'autre part aussi, à notre sens, un peu trop de bétonisation. Nous manquons beaucoup d'espaces verts. Alors il y a un discours dans l'exposé des motifs sur une sorte de greenwashing, mais qui ne trompera personne. Voilà, il y a quand même beaucoup de béton qui va être construit à cet endroit-là. Tout ceci motive le fait que nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. Je vais laisser la parole à Émile Meunier, juste pour la clarté du débat. Je voudrais indiquer deux choses. La première, c'est que pour le moment, dans la situation actuelle, 100% de la parcelle est bétonisée. Donc on ne bétonise pas. Au contraire, on débétonise, puisque 100% de la parcelle, vous y êtes peut-être allé au moment où elle était ouverte pour une occupation temporaire, mais c'était il y a 5 ou 6 ans déjà. Donc on ne peut par définition pas bétoniser plus. Donc greenwashing ou pas greenwashing, on a l'appréciation qu'on veut, mais il est bon quand même de revenir un tout petit peu à la réalité. Quand vous avez 100% de bétonisation, même si vous ne faites pas autant d'espaces verts que vous pourriez en faire, vous débétonnez, c'est mathématique. Et deuxième chose, je me permets de réagir là-dessus, je ne devrais pas parce que je devrais laisser le débat se dérouler, mais quand même, je voudrais le redire par une formule qui est peut-être un petit peu basique, mais que je veux réutiliser encore une fois. Le logement social n'est pas un logement pour gens à problème, même s'ils sont pauvres. Il y a dans le logement social, comme dans le logement privé, des gens très bien et des gens moins bien. Deuxième chose, le logement social n'est pas un logement pour les pauvres. C'est bien sûr un logement aussi pour les pauvres, mais je vous rappelle, je le dirai autant de fois qu'il le faudrait, que si vous voulez qu'à Paris, un couple avec une policière et un instituteur et 1 ou 2 enfants puisse rester vivre à Paris, il faut qu'on fasse du logement social, pas du logement intermédiaire. Un couple de fonctionnaires avec 2 enfants ne peuvent pas se loger à Paris dans le logement intermédiaire, c'est trop cher. Et donc le logement dont ils ont besoin, c'est le logement social. Et donc créer du logement social, c'est bien sûr répondre aux besoins de logement des plus pauvres, et on est très heureux d'y contribuer, mais c'est aussi permettre aux habitants qui ont des revenus normaux, qui travaillent, qui participent à la société, de continuer à se loger. Et vraiment, je voudrais qu'au moins entre nous ici, entre élus, on se mette vraiment à accepter qu'on ne peut pas stigmatiser le logement social en permanence. Le logement social n'abaisse pas le quartier, comme le logement privé ne le relève pas. C'est l'équilibre que l'on recherche. Et aujourd'hui, vu la réalité du marché immobilier parisien, ce qui me laisse d'ailleurs à penser que Paris n'est pas une ville si horrible que ça, parce que sinon il n'y a pas tellement de raisons que les prix soient si hauts, on ne peut pas se passer du logement social pour loger la classe moyenne, sauf à considérer que la classe moyenne commence quand on commence à gagner 5 ou 6 000 euros pour une famille de 4. Et ça, c'est pas la classe moyenne, hein. C'est la classe moyenne supérieure. Mais un couple de personnes qui commencent dans la vie et qui ont des revenus d'instit, de commerçants, de policiers ou tout ce que vous voulez, ils ont besoin du logement social et ils y ont droit pour peu qu'on en construise. Cela étant, j'aurais pas du tout dû dire ça parce que j'aurais pu intervenir à la fin, mais je l'avais sur le cœur, donc je me suis permis de le faire à ce moment-là, mais je laisse tout de suite la parole à Émile Meunier. Ah, voilà. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, oui, j'ai fait un petit plan parce qu'effectivement, c'est un dossier très important dans la mesure où c'est la dernière friche du 18e arrondissement. Et donc, si je puis dire, on n'a pas le droit de se rater. Alors, il y a plusieurs phases dans ce projet. Donc là, vous avez la porte d'Aubervilliers, après la rue de l'Évangile. Et on parle de plusieurs phases. Donc, cette phase-là, c'est des logements. Vous ne voyez pas, non? Bon, tant pis. Alors, je vais peut-être pas tout le monde, la preuve. Il y a des logements, déjà des logements mixtes, logements sociaux, logements BRS qui s'adressent aux classes moyennes. Il y a même des logements libres, donc à ceux qui ont des revenus confortables pour se loger à Paris. Je rajoute que dans les logements sociaux, il y a plusieurs catégories. Vous avez
Par exemple, le PLS, où il faut gagner, pour une personne seule, 35 670 € par an pour pouvoir se loger en logement social. Donc, on est sur toute une catégorie de personnes, et le bénéfice du logement social, c'est de pouvoir loger les gens tout en gardant la maîtrise du prix de l'immobilier, qui est quand même un des problèmes numéro 1 à Paris. Donc si vous avez d'autres possibilités ou d'autres idées fantastiques, je vous en prie, faites-nous en part, mais nous, pour l'instant, on va rester sur la façon qu'on fait, c'est-à-dire du logement public. Ça, c'est le premier point. Mais pourquoi on va s'abstenir sur cette délibération? Parce qu'en fait, même si ça concerne une petite partie du projet qui nous va très bien, on sait bien qu'on est sur un projet global de 5,2 hectares. Et dans ce projet global, on a 2 autres phases qui restent en cours. Une première phase où il y aura des activités diverses, mais avec un îlot fermé. Et dans ce plan local d'urbanisme, nous avons écrit en gros, dans le document introductif qui s'appelle le PADD, que les îlots des constructions nouvelles devront être ouverts. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'espace végétalisé profite au plus grand nombre. Et en l'occurrence, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer, mais en fermant l'îlot, on se prive également de la création d'une place qui pourrait être végétalisée, animée et servir véritablement à tout le quartier. Donc notre premier point, c'est de dire « OK pour la programmation, mais ouvrons l'îlot ». Le second point, c'est de dire on va faire venir 1500 nouveaux habitants et je crois 3000 personnes qui vont venir travailler. Le sport est essentiel pour le bien-être et des travailleurs et des habitants. Or, nous avons la piscine Hébert à côté, nous avons le centre sportif Tzara, mais les deux sont relativement saturés. Et donc, nous manquons d'offres sportives pour pouvoir que tout le monde puisse pratiquer dans les meilleures conditions, et en particulier les nouveaux habitants. Donc, nous demandons à ce qu'on examine la possibilité d'inclure un équipement sportif à définir évidemment en fonction d'une étude d'impact du quartier. Le troisième point, c'est le petit triangle, donc celui qui va le plus vers le 19e arrondissement, qui n'est pas si petit que ça, et on doit encore réfléchir à la programmation. Nous, ce qu'on veut, on le dit, ça va d'ailleurs avec ce qui est proposé à Cap 18, on veut de l'emploi 100% productif. Je puis dire même de l'emploi avec des ouvriers syndiqués. Le Made in Paris, c'est très bien, mais c'est super de faire des petits colliers, des t-shirts floqués, mais on veut de la machine-outil dans le 18e arrondissement, et ici, on a la possibilité d'en faire. Et d'en faire, évidemment, respectant les prescriptions du futur PLU, c'est-à-dire en laissant aussi de la place à la pleine terre. Pour toutes ces raisons, donc, nous avons déposé un vœu rattaché au Conseil de Paris, le groupe écologiste. Nous ne doutons pas qu'il permettra d'entamer un travail pour améliorer le projet Hébert, et dans cette attente, nous nous abstenons. Je vous remercie. Mario Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. En ce qui concerne l'intervention de Monsieur Ehlers, Monsieur le maire, c'est Monsieur et mon collègue Émile, vous avez dit l'essentiel. Je retiens encore cette phrase terrible dans un contexte qui est le nôtre, que vous avez dit, vous avez prononcé tout à l'heure. Je dirais simplement ça, 50% de logements sociaux, c'est trop. Finalement, je trouve cette phrase mais vraiment insupportable à entendre dans le contexte actuel. Et je vous renvoie quand même au projet tel qu'il existe, puisque ça a été rappelé par mon collègue Émile. D'abord, il est faux de dire qu'il n'y aurait que du logement social, indépendamment de ce qu'a dit Monsieur le maire très justement, donc sur le fait que le logement social, ce n'est pas que des pauvres, ce n'est pas que source de problèmes, loin s'en faut. Au contraire, ça fait apaiser les choses, plus qu'autre chose. Vous allez avoir de l'accession, vous allez avoir dans les logements sociaux différentes typologies, ça a été rappelé par Émile, et vous parlez de bétonisation, comme Monsieur le maire vous l'a dit, on est déjà dans une surface artificialisée, au contraire, nous allons apporter de la pleine terre là où il n'y en a pas. Et il y a un autre terme qui démontre que vous n'avez pas lu le projet, mais alors vraiment pas, c'est le terme de greenwashing. Parce que justement, je me souviens d'un autre conseil d'arrondissement où vous évoquiez et vous défendiez, à juste titre d'ailleurs, l'urbanisme selon Haussmann et le mode constructif selon Haussmann. Et vous évoquez notamment les logements traversants, comme quoi nous, on redécouvrait les logements traversants. Eh bien justement, si vous aviez vu le projet attentivement, et
il est disponible partout en ligne, vous constaterez que non seulement nous prévoyons des logements exclusivement traversants dans chacun des lots pour lesquels un architecte a déjà été désigné, mais en plus vous retrouvez dans chacun de ces lots des cours de pleine terre, arborés, dont vont pouvoir profiter tous les habitants de ces futurs immeubles. Et chacun de ces immeubles va être relié avec une venelle verte qui sera fermée le soir et totalement arborée et végétalisée. Je rappelle par ailleurs que votre pseudo-greenwashing finalement est totalement conforme à l'OAP qui a été adoptée dans le cadre du PLU bioclimatique, puisqu'elle va permettre, in fine, d'avoir plus de 13 000 m² d'espace vert, dont 8 000 m² d'espace public ouvert au public. Voilà ce que vous appelez du greenwashing. Moi, j'appelle ça, au contraire, ramener de la pleine terre, ramener de la respiration et ramener de la verdure pour les habitants de ce futur quartier, mais aussi pour les habitants du quartier Évangile et du quartier Mars-Dormois. Sur les propos de mon collègue Émile, alors déjà, il y a une petite confusion. Attention, le projet Hébert, il est sur 4 phases. La phase qui est ici en jeu concerne essentiellement la phase 1, qui est celle qui est en mode opérationnel actuellement. Ensuite, vous avez la phase 2 et la phase 3, qui sont 2 petites phases anecdotiques qui dépendent du transfert de 2 équipements publics, mais qui sont vraiment à côté de la phase 1. Et puis, vous avez ensuite la phase 4, qui est celle que tu as évoquée, Émile. Mais l'îlot que tu évoques fait partie de la phase 1. Et cet îlot s'appelle l'îlot J. Et tu évoques un îlot fermé, je pense que tu fais référence à une ancienne version de l'îlot où effectivement nous avions un îlot complètement fermé. Et à la suite des différentes concertations qui ont eu lieu, cet îlot J a évolué. Il a évolué puisque là où avant nous avions un îlot J fermé avec un espace central privé, nous créons un îlot J, la promoteur, la manager, crée un îlot J, désormais ouvert vers la création d'une voie publique. Je rappelle que dans le projet Hébert, Émile, dans le projet Hébert initial, tel qu'il avait été adopté, il n'y avait pas de voie publique sur l'îlot J. Il n'y en avait pas du tout. Il y avait une cour privée fermée. Il y a désormais une voie publique et végétalisée. Donc c'est un progrès assez important, une évolution assez conséquente. Donc on ne peut pas parler d'îlot fermé en ce qui concerne cet îlot J. Par ailleurs, sur la 4e phase, je te rejoins parfaitement, mais c'est quelque chose... j'ai cru comprendre que vous aviez déposé un vœu au Conseil de Paris. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas pu en débattre ici au Conseil d'arrondissement, parce qu'au final, c'est quand même les habitants du 18e arrondissement qui sont principalement concernés. Ça aurait été bien qu'on puisse en débattre. C'est pas grave. Mais en attendant, sur cette 4e phase, sur l'idée que ce soit réservé à de l'activité productive, on ne vous a pas attendu. C'est quelque chose qu'on a demandé, qu'on a sollicité et qui a déjà été prévu dans le cadre de précédents vœux adoptés par le Conseil de Paris pour que la phase 4, donc celle qui est la plus attenante à Cap 18, soit exclusivement réservée à de l'activité productive. Donc à ce niveau-là, ce vœu que je n'ai pas eu l'occasion de lire, c'est bien dommage, est sans objet puisque c'est déjà prévu par l'aménageur de prévoir une dimension productive. Sur l'offre sportive, je rappelle que l'îlot J, pour l'instant, sa destination et sa programmation n'est pas totalement fixée, n'est pas figée, et qu'on peut parfaitement imaginer pour cet îlot J, effectivement, une potentielle évolution. J'attire votre attention sur un dernier point quand même, par rapport à ces vœux visant à revoir des projets. Nous avons là un projet qui a connu une évolution significative. Je sais bien, Monsieur Ehlers, que l'objet de votre délibération ne vous intéressait pas, à savoir la voirie. Et pourtant, il est essentiel. Parce que cette délibération, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'on va créer encore plus d'espaces publics, qu'on va créer encore plus d'espaces verts. On va faire plus de greenwashing, comme vous dites. Bien. Et l'on va, à travers cela, ouvrir justement cette îlot J pour créer plus de voirie publique. À force de faire des vœux, je rappelle que nous sommes dans des projets qui sont lourds, qui sont complexes, et dans lesquels nous avons plusieurs partenaires. On peut toujours faire évoluer, c'est notre devoir de faire évoluer les projets. Attention néanmoins à ne pas compromettre ces opérations
dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un nouveau quartier à Hébert. Nous avons besoin d'un nouveau square à Hébert. Nous avons besoin de lancer la promenade du Faisceau. Nous avons besoin de l'ENS. Nous avons besoin la nouvelle crèche ou espace de petite enfance. Nous avons besoin des nouveaux commerces, de nouveaux artisanats. Nous avons besoin de Hébert. Et attention à ne pas prendre le risque de retarder indéfiniment ces projets qui sont déjà bien avancés, qui sont en phase opérationnelle, parce que les habitants les attendent avec impatience. Et je finis encore une fois avec des projets en phase opérationnelle, mais qui évoluent de manière vertueuse par la création de plus d'espaces publics, de plus d'espaces verts et la suppression d'îlots fermés, comme justement le sollicite mon collègue Émile Meunier. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc, je vais laisser Émile redire un mot extrêmement rapide. Merci beaucoup, monsieur le maire. Non, c'est juste pour le vœu, évidemment, je pensais qu'il vous a été transmis, mais vu les événements, on a un peu raté la deadline, donc on a pu le déposer au Conseil de Paris, mais on comptait bien le déposer là. Sur le projet, oui, non, mais c'est la nature de tout projet d'évoluer positivement, surtout quand ils ont été pensés dès 2016, je crois, pour celui-ci. Je rappelle que c'est quand même EFA, la SNCF ferroviaire. Moi, j'ai quelques souvenirs de projets type Chapelle Internationale, où, à mon avis, on aurait gagné à les faire évoluer jusqu'au dernier moment. Et enfin, sur l'îlot, il y a peut-être effectivement une incompréhension mutuelle, parce qu'il y avait, au début, en 2018, un projet d'ouverture d'îlot, et puis, dès qu'on a fait la voie publique, ils l'ont fermé avec une barre de 2 immeubles de R+4. Et c'est ceux-là, malheureusement, ma carte est trop petite, qu'on voudrait réouvrir et revenir finalement à ce qui avait été fait en 2018. Et donc, je pense que si on est d'accord sur le principe d'ouvrir les îlots, peut-être que carte contre carte, on pourra trouver une solution. Je te remercie. Merci beaucoup. La nature des projets, c'est bien sûr d'évoluer, c'est aussi d'avancer. Et comme le disait Mario, on est sur des territoires qui ont besoin qu'on avance. Parce que tout temps perdu, toute année perdue, c'est de la qualité de vie en moins pour les habitants. Et en l'occurrence, sur ce projet, il contribue à répondre à ce qui est quand même, ayons-le bien en tête, la principale demande des Parisiennes et des Parisiens, c'est d'accroître le nombre de logements. Et là-dessus, on ne peut pas attendre. L'ENS, elle ne peut pas attendre, les mal logés ne peuvent pas attendre non plus. Et donc moi, je ne soutiendrai pas des démarches qui visent en permanence à empêcher les projets d'avancer. Ils ne sont peut-être pas tous parfaits, ils ont le mérite d'avancer, et c'est aussi le cas de Chapelle Internationale. Et finalement, tous ceux qui y habitent, ils sont bien contents d'y avoir trouvé un logement, et au fur et à mesure du temps, ils y trouvent aussi de la qualité de vie. Et le jugement de l'extérieur qu'on peut avoir, par exemple, sur Chapelle Internationale, il est quand même tout à fait contrebalancé par le jugement de l'intérieur de ceux qui y habitent. Et finalement, le jugement de ceux qui y habitent m'importe beaucoup aussi, et finalement, les critiques qui ont été faites de façon, je crois, un petit peu injuste et probablement très rapide à ce beau projet de Chapelle Internationale, au fur et à mesure que ce quartier devient un quartier d'habitants, elles s'éteignent parce que les gens, ils y vivent et finalement, ils y vivent bien. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Et donc, je voterai avec joie cette DU 101. Je suis tout à fait prêt à ce qu'on discute, notamment au Conseil de Paris, de beaucoup de choses. Je ne suis absolument pas prêt à faire ralentir un projet absolument central pour le désenclavement du quartier de l'Évangile et pour faire en sorte que nous puissions y ramener aussi plus de mixité sociale dont il a absolument besoin. Et je ne participerai pas à des opérations qui nous amèneraient encore une fois à perdre du temps, d'autant que avant, perdre du temps, c'était perdre du temps. Maintenant, vu les taux d'inflation, on perd non seulement du temps, mais on rend au bout du compte impossible de faire des projets parce qu'ils deviennent de plus en plus chers tous les ans et l'argent public est rare. Et l'argent privé, d'ailleurs, l'est aussi un peu. Et à un moment, perdre du temps, c'est aussi rendre impossible ces projets-là. Et pour moi, c'est inenvisageable. Et donc, je vais mettre aux voix la DU 101 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Je vous en remercie.